acharné du WRC. Alors, comme on dit dans le milieu, on a pointé un petit peu en retard avec Guillaume, hein, au point stop, un petit peu de retard. On va faire le débriefing du rallye de Croatie. Avant toute chose, moi, je ne sais pas toi, mais je me gèle où je me trouve, c'est-à-dire dans le Var, il fait très froid. Comment vas-tu et quel est le temps chez toi? Eh bah, écoute, bonjour à toutes, bonjour à tous, salut Fabien, bah, ça va pas mal, malgré une météo bien maussade là qui nous a joué pas mal de tours, bah, notamment sur le Lyon-Charbonnières, il y a quelques semaines là qui a été un peu compliqué. On en reparlera peut-être un petit peu aussi. Mais aujourd'hui, c'est plutôt focus sur la Croatie. On est un petit peu en retard, mais des agendas bien chargés ont fait que bah, on préférait faire un épisode de qualité un petit peu plus tardif et puis qui permet aussi de se projeter sur la suite plutôt que de faire quelque chose un peu trop à la va-vite et qui n'aurait pas forcément plu. Donc, ravi de te retrouver. Super, moi de même. Alors, est-ce que tu as préparé cet épisode? Apparemment, oui, moi aussi. Avant toute chose, on va commencer par rappeler un petit peu le résultat de ce rallye de Croatie. Sébastien Ogier qui s'impose devant Elfyn Evans à 9,7 secondes de retard. Troisième, Thierry Neuville à 46 secondes, quasiment 46 secondes. Quatrième, Ottanak à 58 secondes. Cinquième, Katsuta à 1,55. Sixième, Mikkelsen à 4,01. Grégoire Munzer, septième à 5,11. Et la première WRC2, c'est Griezin qui est huitième. Et il faudra aller chercher un petit peu plus loin Adrien Fourmeau, mais c'est pas grave, il a fait un rallye absolument exceptionnel. On va y revenir. Avant toute chose, on va y aller équipe par équipe, mais je vais te demander quel est ton sentiment général de cette première épreuve asphalte. Bah, écoute, ça a été encore une fois une épreuve, plein de rebondissements et de surprises. On pensait que tout était acquis le samedi soir, et puis finalement le dimanche matin, bah, tout s'est un peu inversé dans cette spéciale, 18 qui restera dans l'hi ouais, peut-être pas dans l'histoire, mais en tout cas dans l'histoire de ce rallye parce que ça a été un chamboule-tout. Clairement pour ce rallye de Croatie où toutes les positions ont été chamboulées justement, des sorties de route pour Neuville, pour Evans avec une crevaison et pour Fourmeau. Donc un classement qui a été complètement bouleversé. Donc encore une fois, un rallye qui a vraiment tenu ses promesses. On s'attendait peut-être pas à ce qu'il soit aussi tranquille aussi longtemps sur les 2 premiers Mm. jours et puis complètement fou sur la dernière journée. Mais encore une fois, on en rediscutera, cette attribution des points qui clairement là fait débat avec le pavé dans la mare, jeté encore plus par Sébastien Ogier à la fin, une attribution des points qui est un peu incohérente. On se rend compte maintenant que les pilotes arrivent à jouer la stratégie avec ça, notamment Adrien Fourmeau, hein, qui en a clairement profité, mais bon, c'est tout à son honneur aussi. Il a su faire la part belle des choses. Bah voilà, un pilote qui n'aurait pas dû marquer de points sur ce rallye-là et qui au final en marque un bon paquet, hein, puisqu'il repart avec 13 points quand même. Donc, euh, Moi, donc moi, ce qui voilà. me pose, moi, ce qui me pose plus souci avant de rentrer dans le débat, c'est des équipes, c'est de voir, je crois, un Otanak qui a été quasiment transparent, hein, enfin, c'est mon avis à moi, qui marque autant de points qu'un Thierry Neuville. Il me Et il en semble, ou marque qu'un même plus. Elfi, même plus. Il en marque même plus, puisque si on fait un petit récapitulatif des points sur cette manche, bah, c'est Ogier qui, en gagnant le rallye, ne marque, on va dire, que 21 points. 21 points, c'est ça. Donc, tu imagines, 19. il gagne le rallye et Ah, c'est 4, voire 9 de moins que précédemment. Tanak qui finit deuxième à 20 points, donc seulement 20 un points, c'est point ça. derrière Ogier. Et puis Neuville et Evans qui marquent 19 points. Et Katsuta qui en marque 15, Fourmeau qui en marque 13, Mikkelsen 8, même Munster en marque 5. Donc, comme le disait très clairement Sébastien Ogier, il a même employé l'expression dans une interview en anglais, c'est l'école des fans. On donne des points à tout le monde, tous les jours. Il y en a un qui gagne quelque chose. Katsuta qui gagne ce qu'ils appellent le Super Sunday maintenant, le Super Mmh. Dimanche.
Fourmeau qui va gagner la Power Stage, alors que 2 spéciales avant, L'arrêt. il est dans un pré arrêté en pleine spéciale à réparer sa voiture. Mais encore une fois, de manière très très intelligente, il a pris le temps de réparer sa voiture. Il savait qu'il avait les points acquis du samedi, donc c'est 8 points du samedi qui étaient acquis, mais il fallait qu'il finisse le dimanche. Donc il répare tranquillement. C'est un grand mot, hein. Ils ont fait un petit exploit quand même pour réparer dans le temps imparti, parce qu'il faut quand même qu'ils respectent des horaires de pointage derrière. Mais après, donc c'est la spéciale 18, l'antépénultième. Spéciale 19, il se remet un petit peu dans le Tout rythme et repart. vérifie que tout va bien. Et puis spéciale 20, la Power Stage, il dégoupille et puis il va claquer le meilleur temps qui lui donne 5 points de plus. Donc voilà, Katsuta qui gagne quelque chose, Fourmeau qui gagne quelque chose d'autre, Ogier qui gagne le rallye. Mais au final, personne n'est content. Personne n'est content, personne n'a vraiment le sourire parce que c'est un rallye au final qui est un peu insipide en termes d'influence sur le championnat parce que c'est statu quo devant. C'est clairement statu quo, c'est un rallye qui n'a servi à rien puisque Surtout pour Neuville, hein. ouais, pour Neuville et Evans, ils se retrouvent encore avec 6 points d'écart, exactement comme avant le rallye. Alors ça peut arriver, mais, euh, mais, mais le problème, c'est que ça arrive par rapport à Tanak, ça arrive par rapport à Ogier et que les 4 pilotes sont en seulement 2 points. Donc ça, c'est pas normal sur un championnat. J'ai l'impression que tu le dis, je l'ai dit à ma façon, Ogier le dit à sa façon. J'ai l'impression que, tu vois, par exemple, le rugby, pour parler de ce sport-là, à un moment donné, quand ils ont été dans une sorte de statu quo, ils ont favorisé l'attaque en disant, voilà, si vous marquez tant d'essais, vous avez un point de bonus. Donc, ça favorise le spectacle, ça favorise l'aspect sportif. J'ai l'impression que le rallye est allé dans une sorte de régression, en fait. Parce que quand tu auras Ogier qui marque 21 points et quand tu vois que tu as Evans, Tanak et Neuville qui sont tout proches de lui, qui perdent que très peu de points, j'ai l'impression que ça favorise plus, enfin moins celui qui gagne, et un peu plus ceux qui sont à l'arrivée. Est-ce que tu as ce sentiment, toi? Ah oui, clairement, mais clairement, c'est ça, mais même enfin, à l'arrivée le dimanche. À l'arrivée le Mmh. dimanche, parce qu'encore une fois, en exagérant, tu vois, Ogier, il peut gagner le rallye, donc marquer 13 points enfin, non, enfin, comment dire? Ouais, non, c'est des calculs d'apothicaire de toute C'est façon, ça. donc c'est un peu compliqué. Là, tu vois, Ogier, il marque 13 points le samedi, c'est ce que je regardais. Il peut ne pas gagner de points le dimanche en étant un peu plus lent et en étant devancé que par d'autres pilotes qui sont encore une fois, hein, tu vois, il finit troisième le dimanche, mais s'il y avait Mikkelsen et Munster qui finissent devant lui, il ne marque pas de points le dimanche. Et s'il ne marque pas de points dans la Power Stage, il se retrouve à gagner le rallye et marquer 13 points, alors que Tanak, Neuville, Evans, Katsuta, Fourmeau en auraient marqué plus que lui. Mmh. Enfin, tu vois, c'est pas exact parce qu'il faut répartir les points, etc. Mais on arrive dans des calculs qui sont tout simplement abominaux. Et, euh, et c'est pas ce qu'on souhaite pour suivre un championnat. Et pour quelqu'un qui débarque un petit peu dans la discipline et qu'on essaye de vouloir intéresser, c'est trop compliqué, c'est trop complexe. Même nous, on s'y perd et même nous, on a du mal à s'y intéresser. En plus, à la télé, quand tu regardes les spéciales du dimanche, on te parle même pas ou à peine du classement du dimanche. Tu sais pas exactement Exactement, ouais. comment ils sont positionnés. Même sur les sites internet, il faut aller chercher des classements spécifiques. Enfin, ça devient vraiment trop complexe. Et là, ça fait 3 rallyes sur 4 où le résultat final et les points attribués ne reflètent absolument pas la physionomie du rallye. Donc il va falloir faire quelque chose. La fédération avait dit qu'il se donnait le droit de rechanger en cours de saison. J'ai un peu du mal à voir comment ça pourrait être fait parce que changer les règles du jeu en plein match, c'est un petit peu compliqué, même si ce serait pour tout Mmh. le monde pareil, hein. Mais j'ai du mal à voir comment ça pourrait être fait.
Toujours est-il que ça va être le débat jusqu'à la fin de la saison et jusqu'à ce que ce soit remis un peu sur la table. Après, avant de parler de la Croatie, il y a un petit truc aussi sur lequel je voulais, te lancer aussi. J'ai l'impression que le rallye est actuellement un peu, alors je le mets avec des guillemets, avec ce qu'on dit de la France, que par exemple la France, on peut rien faire, on peut rien réformer. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil parce que je sais pas si tu as entendu, apparemment, la nouvelle version du règlement de 2025 ne plaît à personne. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça fait 2 ans que tout le monde gueule après l'hybride. Et bizarrement, ils sortent un nouveau règlement et là, tout le monde dit: «Oui, non, nous on veut rester sur l'hybride». C'est quand même assez compliqué à comprendre ce qui se passe actuellement dans le rallye et ça dessert vraiment la discipline. C'est-à-dire que pendant 2 ans, tout le monde s'est plaint de l'hybride, ça marche pas, ça se déconnecte, il y en a marre, ça coûte trop cher et puis là, d'un coup, ils font machine arrière, ils vont sur un nouveau règlement et là, tout le monde gueule. Qu'est-ce que toi tu en penses de Bah, en fait, il faut prendre tous les tenants et les aboutissants. En fait, la vraie problématique, c'est qu'il y a pas de réglementation stable. C'est qu'aujourd'hui, les constructeurs, ils ne savent pas sur quel pied danser. On leur annonce, en mars que, peut-être, potentiellement, des décisions vont être actées en juin pour qu'au 1er janvier 2025, ils roulent avec des voitures qui n'ont pas d'hybride, mais plus que de déconnecter uniquement l'hybride, on va, mettre du lest et en fait, ils vont devoir redévelopper, une voiture, enfin un bout de voiture en tout cas. mmh, Et en plus de ça, il y a 1 an quand, effectivement les teams principaux, disaient que l'hybride, ils en voulaient plus, que ça coûtait trop cher, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. La FIA a dit: «Non, non, on continue sur cette lancée et en plus, vous êtes obligés d'acheter des kits hybrides, pour, pouvoir, faire au moins jusqu'à la saison, 2025 et 2026 c'est l'arrivée d'une nouvelle réglementation». Donc ces kits, ils les ont achetés, ils les ont sur les étagères. Aujourd'hui, moi je comprends tout à fait que les 3 constructeurs, ils se mettent d'accord et qu'ils disent: «Non, désolé, on veut pas. On a dit mmh, quelque chose il y a 6 mois en arrière. C'est pas pour qu'aujourd'hui les règles du jeu, elles changent et qu'on reparte sur quelque chose de complètement nouveau et qui n'aurait absolument aucun sens, sachant que le but, c'est qu'en 2026, il y ait une nouvelle réglementation complète». Et le problème, c'est que cette nouvelle réglementation, on en parle depuis des années et il y a rien qui sort. Il y a rien qui est acté. Les constructeurs ne savent pas, on parle de rallye 1 moins, de rallye 2 plus, d'enlever l'hybride, de donner plus de puissance, plus d'aéro au rallye 2, d'en enlever de l'aéro justement au rallye 1. Enfin bref, moi je me mets à la place des constructeurs. Aujourd'hui, tu ne sais pas ce que sera la réglementation WRC en 2026. mmh. Et clairement, hein, voilà, j'ai la chance de connaître un petit peu le milieu et de savoir un peu les deadlines et les timings qu'il faut pour concevoir une nouvelle voiture, une nouvelle spec. C'est demain, 2026. On parle de Ouais, c'est 2026. Donc je ne te parle pas de 2025 et donc aujourd'hui, les constructeurs, ils ont besoin d'avoir, les idées claires sur ce qui va être applicable en 2026, voire en 2027 si on se dit que finalement 2026 c'est trop tôt. Et de savoir quel type de voiture et de technologie ils doivent développer. Mais on parle de 2026, en aucun cas de 2025, parce que c'est beaucoup, beaucoup trop tard. Le panneau 100 mètres, il est très loin derrière déjà. Donc, heu, déjà que les constructeurs actuels qui ont des voitures qui roulent ne peuvent pas se projeter, comment veux-tu attirer un nouveau constructeur mmh, en ne sachant pas ce que tu vas lui proposer. Regarde, le WEC, championnat du monde d'endurance, ils l'ont fait de manière excellemment bien ficelée. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place une réglementation qui était applicable pour dans, je crois que c'était même 3 ans, plus tard. Et pendant 3 ans, tu as les différents constructeurs qui ont, dit: «Bah, oui, oui, ça nous intéresse, on va y aller, on va développer une LMH, on va développer une LMDH», pour être présent au centenaire des 24 heures du Mans notamment et à la saison 2023 de championnat du monde d'endurance. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec, 19 voitures en hypercar de manière régulière, plus de nouveaux constructeurs qui vont arriver, l'année prochaine.
c'est clairement l'âge d'or du championnat du monde d'endurance parce Mmh. qu'ils sont arrivés à se dire à un moment, à un instant: «OK, on va manger notre pain noir pendant 1 an, 2 ans». Toyota a sauvé, le championnat du monde d'endurance en restant présent pendant, 4-5 ans, alors qu'il y avait pas de concurrence. On disait tous: «Ah oui, mais ils gagnent, c'est facile, il y a personne en face». N'empêche qu'ils ont fait survivre ce championnat pendant quelques années. Ce que sont en train de faire à leur manière, Hyundai et Toyota en WRC, mais il y a un moment, ils vont dire stop. Ils n'ont pas de retour sur investissement et ce qu'a pu faire le championnat du monde d'endurance, c'est-à-dire donc pendant 2-3 ans, on mange notre pain noir. Par contre, on sait que 2023, paf, il y a l'arrivée des hypercars et là, on a une réglementation qui est stable. Les constructeurs ont eu 2 voire 3 ans avec seulement quelques modifications de règlement qui ont eu un impact chez certains constructeurs, notamment Peugeot. On n'est pas là pour parler d'endurance, mais c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, comme tu le sais. Mais en tout cas, ils ont tous pu partir sur une ligne technique et technologique qui était bien définie et qui n'a que très peu évolué, et qui leur a permis d'avoir, le go de leur, grand comité de direction. Parce qu'on n'oublie pas que le sport auto, c'est encore une fois, hein, c'est pas pour faire plaisir aux spectateurs sur le bord des circuits ou le bord des spéciales, c'est pour développer des nouvelles technologies et c'est aussi pour vendre des voitures le lundi matin. Donc, il faut quand même avoir l'aval des grands comités de direction et pour ça, il faut qu'ils sachent où va leur argent, comment il est dépensé et quel sera le retour sur investissement. Et aujourd'hui, en WRC, je suis désolé, je ne vois pas comment un constructeur peut avoir un réel retour sur investissement parce que médiatiquement, ça fait quelques années où le rallye se fait taper dessus à tous les niveaux et c'est très, très malheureux parce qu'en termes de bagarre et en termes de combat et d'intérêt de chaque rallye pris indépendamment les uns des autres, on a une vraie histoire à raconter. Mais encore une fois, il faut arriver à fédérer tout le monde et à ce que tout le monde tire dans le même sens plutôt que de se renvoyer la balle. Mais est-ce que tu crois que c'est pas non plus aussi une histoire de pouvoir? Quand tu vois ce qui est fait, par exemple, en Formule 1, moi j'en suis bon, je suis, mais je suis pas passionné. Moi, je suis passionné d'une autre discipline qui est le MotoGP. Quand tu vois ce qui est fait au MotoGP, est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est surtout qu'il manque un promoteur au niveau de cette discipline qui va du taper du poing sur la table en disant: «Voilà, moi je suis là, il y a du fric qui rentre, alors vous êtes tous gentils, vous allez tous dans vos chambres, hein. La réglementation, c'est ça, il faut du fric, il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait du spectacle». On a surtout l'impression qu'aujourd'hui le WRC est en mal de ça, il est en manque de reconnaissance, en manque de stabilité, tu vois? Et puis les règlements comme tu le dis, bah, ils sont faits, par la FIA, tout seul dans son coin. S'il y avait un promoteur qui arrive qui dit: «Boum, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement». Quand tu vois, par exemple, les retransmissions de télé, Stéphane, que j'ai eu la chance d'interviewer, me disait que c'était très compliqué parfois parce qu'ils n'avaient pas, les résultats, ça coupait, enfin, c'était pas télé alors qu'ils ont les moyens de le faire. Moi, c'est surtout cette impression-là, c'est que le WRC, il manque un contre-pouvoir à la FIA, un promoteur qui puisse, promouvoir la discipline, mais qui tape du poing sur la table en disant: «Voilà, chaque année, il faut qu'il y ait tant de fric qui rentre et maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement». Tu penses pas que c'est ça aussi le mal qui ronge le rallye? C'est qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'il y a pas quelqu'un de vraiment qui est capable de dire: «Bon, maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement. Tout le monde dans vos chambres, je vais plus vous entendre». Oui, oui, potentiellement. Après des promoteurs, il y en a eu, il y en a encore un, il me semble. Je saurais même pas te dire exactement qui c'est, mais je sais qu'il y a Ouais, il mais y a c'est pas il y de a la for il a pas la force de frappe, par exemple, du promoteur actuel de la Formule 1 qui est allé racheter les droits du MotoGP aussi et qui en gros fait un petit peu la pluie et le beau temps sur la Formule 1, qui fera la pluie et le beau temps sur le MotoGP. Peut-être à tort, mais quand ils disent: «Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement», ben, et puis tu as l'impression que quand même les disciplines, elles avancent, elles sont vendues, elles sont télévisuelles. Tu as l'impression que le rallye, c'est un peu comme le virage du professionnel avec le rugby. Il y a des clubs qui se sont adaptés, qui sont passés de l'amateurisme au professionnel, puis il y en a qui sont pas passés, et puis tu as l'impression que le rallye WRC, il n'arrive pas à passer ce cap. Tu vois ce que je veux dire? ah Et oui, qu'il se cherche clairement. depuis des années.
Clairement, après, encore une fois, il y a peut-être trop de guerres de clochers, ouais, de guerres d'influence entre des personnes qui sont à certains postes stratégiques. Quand je vois aujourd'hui que c'est encore un David Richards qui va pondre une réglementation, technique sur l'avenir du WRC alors que ça fait, je pense des enfin voilà, c'est pas enfin, il est plus impliqué de manière, globale. Enfin, je sais pas comment le dire, mais il y a trop de tergiversations, effectivement, comme tu le dis, il y a pas une idée claire, une vraie ligne directrice qui est tracée sur plusieurs années et qui va permettre, de fédérer, tout simplement, de fédérer autour. C'est aussi clairement un sport qui, on va dire, est un petit peu plus compliqué à rendre télévisuel Oui, oui. que d'autres sports. Après, on va me dire, voilà, c'est sur 3 jours, c'est un petit peu ouais, c'est sûr que c'est pas pour nous les passionnés, c'est compliqué à imaginer. Mais, pour quelqu'un, enfin, je pense que pour toi aussi, hein, quand dans ton entourage, tu as des gens qui te demandent ce que c'est le rallye, comment ça se passe et cetera. Ils disent: «Oh, mais c'est sur 3 jours, comment vous faites pour suivre?» Non, machin. pas vraiment Mais en fait. Pas vraiment. Tous les gens que même les passionnés qu'on est, hein, on va passer pour des vieux cons, mais c'est toujours le même truc qui arrive, c'est: «Ouais, mais c'était mieux avant». Mais quelque part, ils ont raison. Je vais te donner juste l'exemple. Moi, j'ai eu la grande chance de vivre des rallyes San Remo début des années 2000, des Tours de Corse, des Catalunya, où, tu as 45 WRC au départ. Au bout de la 25e, tu regardes plus, tu parles avec tes collègues parce que tu en as tellement que tu es gavé, en fait. Tu es gavé et c'était l'âge d'or du rallye, encore plus l'âge d'or pour moi que le groupe B. Tu vois ce que je veux dire? mmh, Aujourd'hui, quand tu as, 8 WRC, dont 4 qui roulent vraiment, tu as l'impression que c'est le saint graal. Alors qu'à l'époque, tu avais quand même, je sais pas si tu te souviens, tu sais que je suis assez proche de lui, quand tu avais un Cédric Robert qui partait avec un numéro 25 au San Remo et qui était capable de jouer dans les 10, tu avais du Bruno Thierry, du Lopez, tu avais tous les Belges qui étaient là, enfin, tu as tous les mecs qui étaient capables de jouer dans les 10. Tu avais 40 WRC, tu avais des Italiens, tu avais des Dalla Villa, les Longhi, tu étais gavé. Et c'était des voitures qui étaient performantes. Est-ce que vraiment, alors c'est des voitures fabuleuses, les hybrides Rallye 1, c'est extraordinaire à voir passer, mais ça l'était tout autant au départ des premières WRC, tu vois ce que je veux dire? Moi, on me dirait, voilà, on revient aux réglementations des premières WRC. Moi, je verrais aucun inconvénient. Si on me dit, voilà, il y aura quand même 30 WRC au départ, je dis, mais go, on y va. Go, on y oui, va. mais Tu vois? bien sûr. Plutôt que de voir, 10 rallyes 1, dont 2 où, c'est un monsieur, fortuné de 60 ans qui roule et heureusement qu'il est là. Après, tu as 2 jeunes qui apprennent, tu as un japonais, ça fait 10 ans qu'il est là, mais il n'a rien fait. Enfin, tu as l'impression que sur ces rallyes 1, il n'y en a que 4 qui roulent. Tu vois ce que je veux dire? Et le Mmh. WRC2, c'est pareil. Quand tu vois le WRC2 en Croatie, tu avais que 4 gros pilotes en WRC capables de rouler. Le reste, bon, ben, voilà, enfin, on ne peut pas dire que c'est la deuxième division, mais tu comprends ce que je veux dire? C'était toujours la même rengaine. Les gens te disent: «Ouais, mais le rallye, c'était mieux avant». Oui, Voilà. mais c'est sûr que pour les passionnés, les aficionados, on a énormément perdu sur les 20 dernières années. Moi aussi, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment au rallye au début des années 2000, bah, c'est sûr que ça faisait rêver des plateaux avec 5-6 constructeurs, parfois, avec 2 voire 3 Oui, voitures, des pilotes mais locaux la grosse qui venaient. différence, la grosse différence, je me permets de te couper, c'est que tu avais 5 ou 6 constructeurs engagés, mais tu avais des privés qui étaient capables de gagner. Bien sûr. Peut-être pas de gagner, regarde, à l'époque Panizzi ou Monte-Carlo, c'est des conditions particulières, mais moi je me souviens, 1 an ou 2 ans après, tu as Gardemeister avec la 206 WRC Griffon qui est dans les 3. Tu es allé au San Remo, tu avais des Italiens qui étaient capables de venir bousculer la hiérarchie, qui faisaient un peu la tu es allé en Espagne, tu avais, Pouras qui était là. Heu, Ces gens-là ont disparu. Ces Mais bien gens-là ont disparu. Bien sûr, et C'est c'est comme ça que tu découvrais aussi des nouvelles pépites. Un Gronholm, qui vient faire des scratchs sur une Toyota Corolla privée,
un Cédric Robert, pareil, qui est devant les 206 WRC quand il a une voiture. Panizzi avec la Subaru, Et- à oui, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, après, voilà, c'est tout à rechambouler complètement de fond en comble. Je pense que les constructeurs, ils ont envie d'autres choses. Il y a énormément de choses qui sont envisageables. Il faut juste qu'ils arrivent à se mettre autour de la table, à discuter. Et je pense que c'est pas aujourd'hui qu'on va refaire le WRC, hein. Le sujet, c'est Non, plutôt non. la Croatie. Mais Mais juste une anecdote, enfin, juste un petit point. Je suis pas dans le secret des dieux, mais je suis quasi certain que l'auto que tu as derrière, là, qui est derrière toi, elle coûte peut-être plus cher à faire rouler sur un rallye que les 206 WRC dans le temps. Tu ouais, vois? c'est possible. Oui, oui, c'est possible. Il est là le Alors le après, le après peut-être pas, peut-être, ouais, c'est peut-être un petit peu non, mais exagéré. les privés, hein, les autos privées, on Ouais. parle pas des usines, hein, les 206 WRC de chez Bosian, de chez Griffon ou autre. Peut-être que ça, aujourd'hui, ça coûte peut-être plus cher à faire rouler. Et je pense que c'est peut-être là aussi le fond du problème. Peut-être que c'est devenu trop cher, tout simplement trop cher. Mais Pour oui, X raisons. Pour X bien raisons, sûr, il est trop bien cher. sûr que c'est trop cher parce que tu as que des jeunes pilotes fortunés ou avec un gros soutien qui sont capables de monter des programmes conséquents. Et encore, ils ont vraiment pas l'opportunité de se montrer de manière très régulière. Ouais, ouais, voilà, et puis tu en arrives à avoir des choses qui sont complètement aberrantes, ou par exemple un Martin Scheck, là, je pense que tu as Oui, vu, qui oui, va c'est faire fou. deux rallyes en Puma Rallye 1. Il fait le premier rallye avec une Sans Puma hybride. qui n'aura pas l'hybride, et puis après pour la Lettonie, il aura l'hybride parce qu'il sera déjà fait la main sur la première. Enfin bref, on arrive sur des trucs où c'est complètement incompréhensible, même pour nous qui suivons de manière quotidienne le rallye. Je pense qu'on va basculer sur la Croatie et sur la partie sportive, Mm. parce que là, c'est beaucoup plus intéressant. Il nous reste une demi-heure. D'accord? Croatie, deux questions techniques. Après, un petit peu de championnat de France. Et puis après, promis, pour les gens, on fera une vraie émission sur le WRC et sur tout ça. On commence par Toyota. Toyota, pour moi, c'est l'équipe gagnante de ce rallye. Sébastien Ogier gagne, bah, comme tous les grands pilotes, il faut être à l'arrivée, il a roulé avec sa tête. Evans, qui a fait un beau rallye, qui n'était pas si loin que ça, mais qui fait une erreur qui lui coûte cher, tout comme Neuville. Et puis Katsuta, qui fait un premier rallye en demi-teinte, et puis quand même une belle dernière journée. Tu en as pensé quoi, toi? Et bah, je vais être assez d'accord avec toi. Toyota qui est clairement le gagnant de ce rallye, mais encore une fois, avec l'attribution des points, tu vois, ils font un doublé, hein, ils font quand même premier, deuxième, et ils marquent uniquement 7 points de plus que Hyundai sur cette manche, donc c'est très peu pour un doublé par rapport à une équipe qui fait 3 et 4. Et puis, faut pas oublier, c'est une chose que je pense qui était passé un petit peu à la trappe, c'est que Toyota est quand même invaincu en Croatie. Oui, Autant sur le rallye du tout à Kenya, fait. le Safari, c'est quelque chose qui est assez entendable. Autant sur la Croatie, on ne le savait pas. Donc, c'était vraiment un petit exploit qu'était en train de faire Thierry Neuville avant d'avoir son souci. Donc Toyota qui sort gagnant de ce rallye, Ogier encore une fois qui est extrêmement présent, performant, même s'il a eu un début de rallye un peu compliqué de par sa position sur la route, avec des routes qui se salissaient très très rapidement, malgré la présence de poteaux dans certains virages, mais pas tous, ce qui m'a un petit peu surpris. Et j'ai trouvé que c'était quand même très très dangereux les endroits où ils étaient placés, parce Mm. que tu avais vite fait de les accrocher comme a pu le faire Fourmeau le dernier jour. Mais voilà, il a été un petit peu distancé, et puis petit à petit, il a refait son retard pour toujours remettre la pression sur les deux protagonistes de devant, qui étaient Neuville et Evans, qui pour le coup, eux, ont été à la bagarre du début à la fin. Ça a été encore une fois un vrai, vrai beau duel. Et cette fois, ils partent tous les deux à la faute dans la même spéciale. Et donc, Ogier qui est là pour un peu en renarder surface, comme on peut dire, hein. C'est un peu la période de Ligue des Champions, là. Donc, C'est et ça. qui va marquer les gros points et une victoire supplémentaire, ce qui fait son centième podium.
59e victoire, je crois. Et voilà, une belle récompense pour lui. Il a eu des moments très très chauds également. Je crois qu'à peu près tout le monde a eu des grosses chaleurs sur ce rallye. Ouais, effectivement, il y a au moins 2 fois où il s'en sort vraiment très très bien. Et c'est là où tu te dis qu'ils sont quand même pas câblés comme nous, parce que le Johan Rossel, comme tu le vois derrière moi, et Ogier notamment, il y a certains moments où ils sortent très très large, et avoir le réflexe de garder le pied dedans à fond pour pouvoir s'en sortir, ouais, il faut quand même les avoir bien accrochés pour savoir et pouvoir le faire. Mais, On va euh, y mais bon, revenir ouais, sur. de manière globale, ouais, un vrai bon point pour Toyota. Mais je vais remuer le couteau dans la plaie, hein, mais voilà, Ogier n'a pas forcément le sourire, parce que il aurait pu faire un rapproché au championnat, même si c'est pas son objectif principal, voire pas du tout. Mais en tout cas, il espérait marquer plus de points pour Toyota. Il y a Rimati Latvala sur le podium, et un peu mi-figue, mi-raisin aussi. Donc voilà, mais Evans fait un très beau rallye. Et puis on se rend compte après 4 manches que, ouais, le vrai duel pour le championnat, ça va être Evans-Neuville. On va y revenir, mais pour le coup, ils sont au coude à coude depuis le début de la saison, et c'est magnifique à voir. Et puis Katsuta, juste pour terminer, bah, un peu pareil, hein, qui est dans le deuxième wagon. Il fait un très beau dimanche, effectivement, mais qu'est-ce que les autres avaient à jouer? Mmh. Evans et Neuville, voilà, encore une fois, j'ai même pas regardé, tu vois, le classement après la 17e spéciale. Euh, Parce que, enfin, ouais, voilà, c'est compliqué. Katsuta, il se retrouve à gagner le dimanche. On a l'impression qu'il fait un dimanche magnifique, mais en fait, c'est juste que les autres bah, n'ont plus roulé à partir de la 18e spéciale. Hyundai, alors Hyundai, ça va être, tu sais que c'est le quart d'heure coup de gueule pour Fabien. Hyundai, on va dire que c'est pas la déception, mais bon, alors on va dire que pour moi, Thierry Neuville, c'est quand même le pilote chanceux du week-end, parce que quand tu vois sa sortie, ça touche un petit peu, mais ça aurait pu mal finir, d'accord. Tanak qui a fait un rallye un petit peu à la Tanak depuis le début de saison, un peu transparent. Et puis mon gros coup de gueule, il arrive. C'est pas contre Mikkelsen, c'est contre la stratégie. Putain, mais faites-moi monter des jeunes. Mikkelsen, ça fait 10 ans qu'on le voit. J'ai rien contre le pilote, mais quand tu vois qu'il est à 2 au kill, à une au kill au meilleur de sa forme sur des spéciales, mais faites-moi monter des Pajari, faites-moi monter même des Lapis sur l'asphalte. Enfin, pas qu'on l'a vu et revu, Mikkelsen, mais sa carrière, elle est un petit peu derrière que devant. Enfin, ça manque de. C'est pas un coup de gueule contre le pilote, c'est un coup de gueule contre la stratégie de Hyundai que je comprends pas. Pourquoi on me remet encore un Sordo qui est un pilote absolument fabuleux, qui a fait que sa carrière? Pourquoi on me remet un Mikkelsen? La seule bonne nouvelle, c'était qu'ils ont reconduit l'API, mais quand même, quel manque d'ambition puis tu vois, c'est un peu un signe fort, tu vois, quand tu vois, tu as un Pajari qui est en WRC2, ou un Rossel, ou un Griezin, enfin ce que tu veux, faites-les rouler ces jeunes, donnez-leur leur chance dans ces rallyes 1. Mettez pas un Mikkelsen. Enfin, je sais pas ce que tu penses de son rallye, mais quand même, il était loin, voire même plus que loin. Qu'est-ce que tu as pensé de Hyundai? Ouais, mais alors, on va faire les choses dans l'ordre. Bah, Neuville, on en a parlé, chanceux et malchanceux à la fois. Ouais, c'est de la chance dans sa malchance. Bon, il termine. Il peut marquer un bon paquet de points. Evans, pareil. Il aurait pu être plus malchanceux. Il aurait pu être plus chanceux aussi. Tanak, on va pas en parler, parce que, comme tu le disais, encore une fois, il a été assez, C'est ça. assez transparent. Et puis il a cette pierre qui ressort, qui l'envoie dans un bas-côté. Est-ce que c'est de la malchance? Oui, certainement, mais n'empêche qu'il n'était encore pas aux avant-postes. Non. Donc voilà, je pense que chez Hyundai, de toute façon, c'est clair. Depuis, ça fait 4 rallyes. On l'avait dit que c'était le rallye ou jamais pour Tanak. À part s'il gagne et qu'il marque un très gros paquet de points de plus que ses autres protagonistes au prochain rallye du Portugal. Il est déjà à 33 points de Neuville. Donc on a vu qu'aujourd'hui, pour rattraper quelques points, c'est très très compliqué au championnat.
Donc 33 points, t'imagines, l'année dernière, on aurait pu se dire: «Oui, c'est une victoire avec la Power Stage». Sauf que là, aujourd'hui, tu fais une victoire avec la Power Stage, certes, tu marques, 30 points, mais les autres derrière, ils en marquent, 20 ou 22. Ça. Donc bon, Neuville a clairement pris l'avantage. Ça va être le roi chez Hyundai cette année. Tanak qui va devoir, je pense, faire des coups d'éclat, assurer des points pour le constructeur. Mais ça, je pense que c'est plutôt le rôle du troisième pilote, et c'est là-dessus que je viens à ton coup de gueule et à la stratégie de Hyundai, qui, pour moi aussi, est un peu incompréhensible, mais plutôt dans le sens qu'on s'était dit au départ, au tout début de la saison. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y ait 3 pilotes pour une seule voiture. Et clairement, en plus, de mettre Mikkelsen sur les rallyes asphalte et Sordo sur des rallyes, plutôt terre, ça honnêtement, j'ai pas compris. Sordo en Croatie aurait pu être beaucoup plus rapide que, enfin, c'était plus un terrain à l'avantage de Sordo que de Pardon. Mikkelsen, et Oui. inversement sur d'autres rallyes à venir. Mikkelsen, encore une fois, avant le Monte-Carlo, il n'avait pas mis ses fesses dans un baquet de rallye 1 hybride. Donc il a un bagage, et une expérience très, très faible de ces voitures-là. Euh, et je pense il fait de son mieux. Alors certes, il avait fait un petit rallye en Italie, je crois, juste Ouais, juste avant, avant. Oui, juste pour, avant. pour refaire une séance d'essai, grandeur nature, mais encore une fois, enfin, tu peux pas enfin, ces voitures, elles demandent tellement d'expérience, c'est trop compliqué, et on le voit avec des pilotes comme Fourmeau, par exemple, ou avec un Katsuta. Tu vois, Fourmeau, l'année qu'il est en train de faire, montre que il faut quand même avoir un bagage dans ces autos-là. Tu peux pas arriver et débarquer et éclater tout le monde, comme ça. Et pour le coup, je pense que ce serait peut-être, enfin, mettre trop de pression sur des très jeunes pilotes, que de les mettre Ouais. sur des rallyes de manière unitaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces jeunes-là, alors à part si tu leur promets que derrière, ils vont faire, une saison complète derrière, qu'en plus de leur pige en rallye 1, ils vont avoir toutes les autres manches en rallye 2. Mais regarde, même un Oliver Solberg, enfin, la première année des rallyes 1, il a montré que c'était très compliqué, et pourtant il n'est pas garé. Ouais, mais Donc c'est pas ça le truc, c'est que qu'il y ait 3 pilotes, moi ça me pose pas de problème que tu aies un Lapie, mais mettez des jeunes si c'est pour faire ça. Tu oui, vois? mais Parce que mais c'est toujours un petit peu le même problème que, tu sais, on l'a tous connu de nos âges. Tu arrives en discothèque: «Eh oui, mais vous êtes pas habitués». Bah oui, mais si tu me laisses jamais rentrer, je serai jamais habitué. Mais là, c'est toujours pareil. Car moi, la saison de Louis Solberg ou celle de Fourmeau, même celle de Munster, elles sont très compliquées. Mais il faut qu'ils roulent. S'ils roulent pas, ils n'apprendront jamais. Je suis désolé, mais un Griezin, un Rossel, un Pajarri qui végète en WRC2, oui, mais mais on en faites-les a monter. on a déjà parlé de ça. Il Oui. faut il faut aussi libérer les séances d'essai. Il faut que les équipes, elles puissent rouler à côté, qu'elles puissent faire rouler des pilotes à côté. Parce qu'aujourd'hui, non, je suis désolé. Enfin, je suis désolé. Moi, tu me dis demain, Rossel, il a un volant, sur une Hyundai Rallye 1 pour le rallye d'Europe centrale. Je Honnêtement, je suis pas sûr que ce soit un cadeau pour lui. Non, non, mais pas sur une one shot, mais voilà, sortir des programmes pour des jeunes de 4-5 rallyes. Oui, 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 je suis d'accord. Après, encore une fois, l'objectif de cette troisième voiture pour les constructeurs, c'est de ramener des points. Et de ramener des points, tu peux pas le mettre sur les épaules, très frêles et fragiles d'un pilote, jeune qui joue sa carrière là-dessus. Non, non, ça je Regarde un Suninen l'année dernière, on pensait qu'il allait pouvoir repercer, et puis bah, finalement, non. Donc encore une fois, faut voir les choses dans leur globalité, mais mais bon, voilà, pour clôturer sur Hyundai, c'est un rallye qui est un peu compliqué pour eux. En termes de résultats, ils s'en sortent quand même, plutôt bien. Ils sont à 7 points derrière, au championnat constructeur. Et puis rendez-vous au Portugal pour voir ce que ça va donner avec de nouveaux troisième pilotes.
Non, mais une fois de plus, il y a rien contre Mikkelsen, que c'est un pilote que j'adore, mais c'est vrai que quand tu vois les temps, moi, je me suis posé la question de bon, je me suis dit: «Bon, bah, OK, hein, c'est toujours pareil». C'est la stratégie qui me pose problème plus que Ah le oui. pilote qui est dans la voiture, tu vois? Tout à fait. On va passer à M-Sport qui, eux, font rouler des jeunes, hein, pour une fois. Tu te souviens, la dernière fois, je gueulais après Fourmont en disant: «Ouais, il y en a marre, le dimanche, il roule jamais». Bah, tu sais quoi? Un piqué et ça roule et il sort, une power stage d'Intromont. Je sais pas si tu as vu la caméra embarquée. C'est absolument magnifique et je trouve que même s'il y a une erreur, il a fait quand même un très, très, très beau rallye. Heu, Munster qui continue à apprendre et qui a pas fait d'erreur sur ce rallye-là. Il était quand même à la bagarre avec Mikkelsen, mais c'est un rallye plutôt encourageant pour lui. Oui, oui, bah, pour les 2, ils ont fait un beau rallye pour Adrien. C'est vrai qu'il y aurait pas eu cette erreur, ça aurait été encore mieux, mais est-ce qu'il serait vraiment allé, dégoupiller complètement dans la power stage? Ça, on ne sait pas trop. En tout cas, juste pour revenir sur ouais, sur ce petit incident, il l'a joué de manière très, très intelligente. Bravo à lui, bravo à eux et c'est dans la lignée de ses performances depuis le début de la saison, donc on espère que ça continue et qu'il puisse remonter sur le podium, rapidement. Au Portugal, il aura encore une carte à jouer. Il n'est pas trop mal placé sur la route, ça devrait pouvoir le faire. Et puis Munster qui continue son apprentissage. Lui, pour le coup, il avait un peu plus de pression parce qu'il avait quand même fait trois sorties de route sur les 3 premiers rallyes. Donc il fallait qu'il ait quelque chose de plus propre, ce qu'il a su faire. Et il continue son apprentissage. Et puis voilà, petit à petit, ça devrait monter en régime. On va, parler un petit peu du WRC2 et pour moi, c'est un petit peu, tu vois, chaque fois, j'ai un petit peu le coup de gueule et puis, j'ai un petit peu le coup de cœur. Moi, je trouve que le grand bonhomme de ce rallye Croatie, il était pas en rallye 1, il était en WRC2. C'est la voiture que tu as derrière, mais c'est un autre pilote. Alors, il connaît ses routes par cœur, mais quand même, Griezin, quel rallye il a sorti, quel début de saison quand même. Il sort, c'est pas facile de monter. Il a osé monter à côté de Rossell. Je sais pas si tu as vu une caméra extérieure de lui sur une bosse qui est absolument effrayante. Je trouve que c'est un pilote quand même, pas qu'il est sous-coté, mais quand même, c'est un pilote on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un sacré, sacré pilote. Puis bon, je tire mon coup de chapeau aussi à Rossell qui a fait un fabuleux rallye. Pageari qui montre que la Toyota, elle aussi, petit à petit, commence à se mettre dans le bain. Qu'est-ce que tu en as pensé du WRC depuis un petit mot aussi sur Siamin qui, cette Hyundai, elle est quand même à la peine, hein. Ouais, oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, Griazine et Rossell qui sont les grands bonhommes de ce rallye, bien aidés aussi, je pense, par une C3 Rallye 2 qui est extrêmement performante. Mmh. On le voit aussi en championnat de France, et sur d'autres championnats. Sur l'asphalte, ça reste quand même une sacrée référence, surtout aux mains de pilotes aussi talentueux et qui mériteraient, effectivement un volant, un peu plus haut, s'il y en avait de disponibles et pourquoi pas avec une voiture de la marque au chevron. Mais ça encore, c'est autre chose et puis je pense que c'est pas pour demain comme on a pu le lire, très récemment dans quelques dans quelques Ouais, déclarations. c'est ça. Mais oui, oui, c'est une belle bagarre qui a eu lieu, malheureusement un petit peu écourtée rapidement, avec un écart qui s'est creusé assez vite. Mais en tout cas, ouais, ils nous ont montré de très, très belles performances, des superbes passages. Très content de voir aussi que cette Toyota Rallye 2, elle commence à marcher un petit peu plus, surtout aux mains d'un pilote qui n'est pas forcément expert, sur l'asphalte. Donc ça sera intéressant à voir dès le Portugal où elle va retrouver, je pense, une surface un peu plus de prédilection. Et moi, j'ai été un petit peu déçu aussi alors on en attendait beaucoup, après les exploits Ah, du Monte-Carlo Pepe Lopez. de Pepe Lopez, ouais. Un petit peu plus à la peine sur ce rallye-là. Alors est-ce qu'il avait un petit peu plus de pression, un peu plus attendu? Je sais pas trop. Est-ce que les autres étaient un peu plus en jambes aussi, en ayant enchaîné les différents rallyes alors que lui, il roule un petit peu moins quand même? Tout à fait. Mais toujours est-il que ouais, j'ai été un petit peu déçu de le voir, un peu plus derrière, même s'il finit quand même 3e, hein, au classement général, mais en tout cas, il finit à 2 minutes 40. Donc c'est plus les écarts
qui m'ont interpellé, et pareil pour Nicolas Siamin, malheureusement, bah, qui finit à 3 minutes. Mais clairement la Hyundai, elle a pas l'air d'être vraiment au niveau. Donc voilà, et puis on va revenir, enfin, il y a pas besoin de revenir sur les listes d'engagés, sur comment sont répartis les gens qui scorent des points sur les différents rallyes. C'est un petit peu compliqué, mais bon, c'est comme ça. Juste, au passage, concernant Pepe Lopez, c'est nos très bons confrères de Rallye Sport, hein, je les salue Ouais, puisque depuis des années ils sont là, qui ont sorti l'info, hier ou avant-hier je crois. Choix assez surprenant de la part de Pepe Lopez qui passe de la Fabia à la Fiesta. tout à fait. Choix très, très étonnant pour lui quand même. Très, très étonnant, effectivement. J'ai vu ça aussi et je me suis fait exactement la même réflexion, et je vais être très honnête avec toi, moi je vois comment dire? Une seule raison, c'est plutôt financière et budgétaire pour compléter sa saison, pour peut-être faire un peu plus de rallye. Encore une fois, je me permets de supposer ça, mais je n'ai Mmh. absolument aucune information, et c'est peut-être absolument pas la raison, mais c'est sûr que les Fiesta, malheureusement, à part aux mains expertes de très, très grands pilotes comme peuvent l'être Fourmeau l'année dernière, elles ont un petit peu de mal. On le voit aussi en championnat de France. Alors il On faut va y encore revenir. voilà, faut encore que les pilotes arrivent à les appréhender, l'équipe d'exploitation aussi. Mais il y a une bonne base, mais de là à aller se battre avec une Fabia bien exploitée, j'y crois pas bien, malheureusement. Ah, moi aussi sur la Hyundai qui malgré apparemment des évolutions est toujours aussi loin. Il y en a quasiment plus en WRC2 sur asphalte, on en voit très peu, même en WRC2 sur la terre et même si sur la terre elle arrive un petit peu à donner le champ, c'est vrai que sur l'asphalte elle commence à vraiment avoir des problèmes. Tu en penses quoi toi? Oui, c'est le constat qu'on peut faire, hein, tout simplement. Mmh. Pas forcément de Hyundai, aux premières places. On l'a vu au Lyon-Charbonnières, elles arrivent à tirer un peu leur épingle du jeu parce qu'il y a quand même pas mal de casses et d'abandons devant. Je crois qu'il y a une grosse évolution qui est Mmh. prévue pour le mois prochain ou juste après, donc à voir ce que ça va donner, mais je pense que c'est l'évolution de la dernière chance un petit peu pour cette Rallye 2. C'est dommage parce que moi je le trouve magnifique. Il y a des décos qui sont juste sublimes dessus, mais c'est dommage qu'on n'ait pas plus de bagarres à ce niveau-là. Voilà, on peut pas trop en dire Mmh. plus. C'est aux équipes et aux techniciens des différentes marques de travailler. Il y a peut-être pas forcément le même investissement non plus chez un Citroën qui clairement a le programme client en priorité par rapport à Hyundai, pour qui c'est un peu plus, voilà, une manière de subsister, de vendre quelques voitures à côté de leur engagement rallyen. Idem pour Toyota. Donc voilà, pas grand-chose de plus à dire. Alors, je me tends la perche, on va passer au championnat de France. J'ai l'impression que c'est un petit peu le même schéma en WRC2 et en championnat de France à quelque chose près. Mais avant toute chose, en 3 mots, qu'est-ce qui fait que c'est si important sur asphalte de partir devant? Rappelle-nous-le et dis-le un peu pour ceux qui connaissent pas vraiment la discipline, qui la connaissent, mais pas vraiment dans les détails, parce qu'on sait que sur la terre, vaut mieux partir derrière que devant, et là sur l'asphalte, vaut mieux partir devant que derrière. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui fait qu'il faut partir absolument devant sur l'asphalte? Ou parfois, Ah bah, le plus gros avantage, c'est que tu as une route qui est complètement propre, mmh, alors que derrière, ben, on l'a vu avec un Thierry Neuville quand il partait devant, lui son but c'était de couper au maximum les virages, pour ramener de la ouvrir la boue route. voilà, c'est ça, pour pourrir la route, pour ramener de la boue sur l'asphalte, et que derrière, il y ait de la boue, il y ait des graviers, il y ait même des pierres, hein, comme on a pu le voir avec, Haute Tanak, qui vient taper une grosse pierre qui a été sortie par un concurrent précédent, et puis un Sébastien Ogier qui le 1er jour, bah, très clairement, il dit juste: «Bah, de toute façon, moi je peux pas me battre, hein, limite sur un rallye sur terre, alors que les premiers ils sont sur un rallye asphalte sec». Donc c'est ça le but principal, c'est d'avoir la route la plus propre possible, heu, quand c'est des routes vraiment asphalte. Voilà. Mmh.
Je sais que tu as des petits cadeaux, c'est ça? Ouais, 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 tout à Mais fait. avant, on va passer au championnat de France vite fait. J'ai l'impression que le championnat de France, c'est un petit peu le copier-coller du championnat du monde avec, les C3 devant, les Hyundai un petit peu derrière et les Ford, à la peine. Alors, victoire de Johan Bonato, pardon. Seconde place d'Éric Camille, troisième Hugo Margaillan, quatrième Raphaël Astier avec Alpine. Quelle performance de Raphaël Astier. Steve Juif, cinquième, magnifique, rallye pour lui aussi. JP Franceschi, sixième avec la première des Ford, devant Patrick Rouillard, Pierre Haguès, Pierre Rocher, Éric Maufré, Sarah Roumeau, qui est le 12e devant Ryan Gani, 13e. C'est vrai que tu as l'impression que la C3 écrase un petit peu la concurrence, que les Hyundai suivent, mais elles ont quand même un petit peu un step en dessous. Ils ont du mal à, quand tu vois Hugo qui n'arrive pas à gagner, hein. Il y a le petit frère Rossel qui était aussi devant. La seule possibilité pour la Hyundai de gagner, ce serait qu'il y ait un petit peu de casse devant, c'est l'impression que j'ai. Et puis les Ford, c'est vraiment, pour moi, ça me pose vraiment, enfin voilà, je suis un petit peu inquiet pour la suite parce qu'ils sont quand même loin avec cette voiture. Ouais, alors ce qui est à noter déjà, c'est j'allais dire alors je sais pas si on peut employer le terme, mais en tout cas la bonne santé du championnat de France, dans le sens où on se retrouve avec des plateaux en Rallye 2 qui sont bah, justement extrêmement intéressants, avec des vrais bons et bonnes pilotes qui se bagarrent aux avant-postes, avec des montures différentes, avec des équipes différentes et ça, c'est un vrai bonheur, hein, parce que ce soit au Touquet, que ce soit, au Lyon-Charbonnières, au Rhône-Charbonnières, pardon, faut pas heurter les sensibilités écologiques, de la mairie de Lyon et que ce soit ce qui va arriver aussi à Antibes, où j'imagine qu'on va avoir encore un très, très beau spectacle. C'est des rallyes qui sont tellement plaisants à suivre. Ça se bagarre à la seconde et au dixième entre les premiers protagonistes, d'une spéciale en fonction de la spécificité de telle ou telle spéciale. Alors certes, les C3 sont encore un peu au-dessus, très clairement. Les pilotes, je me permets aussi, ont une expérience qui est extrêmement importante du championnat de France, de la voiture et autres. Même si Léo Rossel, ça fait quand même pas très longtemps qu'il roule sur ces routes-là, mais en tout cas, oui, il y a un petit avantage pour la C3 Rallye 2. Les Hyundai, je pense, sont pas très très loin. Mais bon, en termes d'engagement, j'ai quand même l'impression que les pilotes doivent en mettre beaucoup plus pour être devant et avoir des chronos intéressants. Et les Ford, bah, malheureusement, un peu, comme tu le disais, le copier-coller Ça du championnat du monde, c'est compliqué. C'est compliqué, on le savait un petit peu a priori. C'est malheureusement démontré sur ces deux premières manches, en espérant que justement l'exploitation qui est extrêmement bien réalisée et très pointue par le team Sarrazin puisse trouver des voies qui permettent d'améliorer ses performances, parce qu'on connaît la pointe de vitesse d'un JB Franceschi, même Ryan Gani qui a montré de très très belles choses l'année dernière avec une C3. Et puis Sarah Rumeau qui, je pense, a également une très très belle pointe de vitesse. Il mérite mieux, en tout cas en termes de performance mais je pense que ça va, j'espère en tout cas que ça va venir. Ce ne sera pas au niveau de jouer une victoire à la régulière, ça c'est clair et net. Mais s'ils arrivent à se repositionner dans des top 5, des top 6, ce serait déjà magnifique. Et puis après, avec la catégorie RGT, bah oui, forcément, ces belles Alpines qui font de beaux chronos aussi. Raphaël Astier qui fait encore un très beau rallye. Malheureusement, des sorties de route trop rapides pour Quentin Gilbert et Cédric Robert qui ont fait qu'en deux roues motrices, il s'est rapidement trouvé très très seul et n'ayant rien à gagner en fait à aller chercher l'attaque maximale. Donc il a plutôt géré son rallye et puis derrière, à la fin, il a quand même dû remettre un coup de collier pour rester devant Steve Juif qui lui aussi fait une magnifique performance. Magnifique. Voilà.
Après, voilà, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu beaucoup de casses devant, beaucoup, beaucoup de casses, et que je ne suis pas certain qu'un Steve Juif aurait fini si haut. Il aurait fini, je pense, dans le top 10, mais peut-être plus 9-10 que 5 si ça avait été un rallye avec un peu de moins de casse. Mais en tout cas, il est resté sur la route. Et pour finir premier, d'abord, il faut finir. Donc bravo à lui et bravo à toutes celles et ceux qui s'en sont sortis sur ces routes piégeuses, ultra rapides Et et qui demandaient vraiment beaucoup de maîtrise. alors, tu sais que tu m'en parles depuis quelques temps. On est déjà quasiment à l'heure d'émission, ça passe très vite. Tu me dis, ouais, le championnat de France, faut en parler, faut en parler. Alors, on va en parler. J'espère qu'on va avoir avec nous très bientôt un pilote qui pilote, lui, notre Rallye 2, qui n'est pas une Ford, qui n'est pas une Hyundai, qui n'est pas une C3. J'espère que ça va se faire et qu'on pourra discuter avec lui. Donc, ça, c'est peut-être le petit cadeau de notre émission. Et je voudrais juste saluer aussi le team de Cédric Robert qui a remonté l'Alpine, qui est déjà prête, elle va rouler. Donc, ils seront à l'Antibes. Et juste casser 5 voitures en 20 ans, ça fait pas beaucoup parce que j'ai vu certaines personnes sur les forums dire que encore il est sorti. Enfin, il en a cassé 5 en 20 ans, quoi. Pas beaucoup. Et ça arrive. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Et je salue Cédric et Mathieu parce que comme tu le sais, je les adore. Alors maintenant, les petits cadeaux. Ouais, ouais. Alors juste pour rebondir, c'est vrai que parler du championnat de France, ce sera un vrai plaisir et on va essayer, on vous le promet, d'avoir un peu plus d'invités aussi dans les semaines et les mois à venir. D'ailleurs, marquez-nous un petit peu dans les commentaires, là, juste en dessous, qui est-ce que vous aimeriez avoir en tant qu'invité. On fera au mieux pour les avoir, mais dans le cas idéal, qui serait votre invité que vous aimeriez voir? Ça nous ferait plaisir de lire tout ça et puis bah, potentiellement de pouvoir les inviter en vous mentionnant tout simplement. Donc Moi, n'hésitez pas. écoute, je rêve de recevoir Lapi, je rêve de recevoir Gronholm, Gardemeister. Il paraît que tu gères très bien le finnois, donc tu feras la traduction, hein. Oui, 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 avec plaisir, avec plaisir. Alors pour l'API, on peut peut-être imaginer quelque chose. Après les deux autres, j'ai assez peu de connexion avec eux, donc ça risque d'être un peu plus compliqué. Et donc bah, justement, tu vois, pour rebasculer là-dessus, le premier petit cadeau que je t'avais promis, alors tu vois, malheureusement, je vais pas forcément te faire plaisir, mais c'est Montre-moi. j'ai du mal, je sais pas Ouais, si vous allez l'avoir. c'est bon, c'est bon. Euh, la Polo WRC d'Andreas Mikkelsen, qui tu sais, un pilote qui me tient particulièrement à cœur, avec qui j'ai eu l'honneur et la joie de travailler pendant plusieurs années, et Mhm. qui nous a dédicacé sa miniature pour pouvoir l'exposer au sein de Auto Mini Racing. Donc voilà, Andreas, c'est un très très bon pilote qui n'a pas forcément eu la carrière qu'il méritait à l'époque de Volkswagen. Je pense que si ça avait pu continuer, ça aurait été sympa à voir, même s'il a eu des opportunités, hein. Il est quand même triple vainqueur de manches en championnat du monde. Donc voilà, c'était pour la petite Et anecdote. comme quoi, c'est pas préparé parce qu'on peut dire ce qu'on veut. T'as vu, moi, tu as rien dit, tu restais tranquille. J'ai rien dit, non, 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 je savais T'as qu'il y rien dit. avait, il y avait ça. Et puis, bah voilà, là, on va être peut-être un petit peu plus d'accord. Là, pour le coup, c'est une vraie Montre un petit exclusivité. peu. C'est une vraie exclusivité, donc Auto Mini Racing. C'est la voiture de Esteban Ocon au rallye de Monte-Carlo 2024. 2021. 21? Ah oui, Voilà, quand il était en voiture ouvreuse, voiture d'accord. spectatrice, et qu'on a pu faire dédicacer également. Et donc, vous voyez, c'est vraiment un modèle plus qu'unique, puisque bah, les décals ont été faits sur mesure. On a la petite planche, le roadbook sur mince, comment dire, le tableau de bord, pardon. Et donc voilà, quand on l'a présenté à Esteban, on a eu cette chance-là pour qu'il nous la signe. Bah, il nous a tout de suite demandé de lui en faire une. Donc il y en a une qui est partie chez lui, chez son copilote également. Et donc voilà, c'est ce genre de choses que vous allez pouvoir retrouver chez Auto Mini Racing, qui devrait ouvrir les portes de manière définitive et permanente, incessamment sous peu. Donc il y a encore quelques réunions qui doivent finaliser tout ça, mais on devrait avoir des belles perspectives à
à proposer. Donc, pour nous aider, allez vous abonner sur Instagram, Facebook, @automini racing, @laflaf25. Donc pour mon compte perso, et si vous souhaitez échanger un petit peu en message privé sur différentes choses, n'hésitez surtout pas. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Fabien, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager surtout. On a vraiment envie de faire des grandes choses avec ce podcast, avec les invités qui sont prévus. On a un très grand copilote de renom Ah, qui devrait pouvoir venir dans les premiers invités, un autre pilote que tu as mentionné tout à l'heure, et puis même d'autres qui seraient tout à fait enclins à venir partager un petit peu avec vous, et pourquoi pas vous intégrer à l'un ou l'autre des épisodes pour pouvoir être un petit peu notre journaliste, notre témoin, et poser quelques questions à ces grands pilotes, copilotes, dirigeants, mécanos, ingés. Voilà. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est aussi de faire un peu le tour des popotes et de montrer l'envers du décor. on va s'y atteler. Mais dis-moi, tu me disais un pilote que j'ai mentionné, donc si je suis le truc, c'est Andreas Mikkelsen qui va venir, vu que tu es proche de lui. Non, tu vois, là, j'ai un peu vendu la mèche. Je pensais plutôt à une discussion qu'on avait eue en off. Ah, Euh, ouais, mais j'ai on mangé va. pas très loin de lui, c'est ça? Voilà, tout à fait. Je crois qu'il y avait dans un resto, vous avez Ça. partagé un petit moment Ouais. sympa. Ouais, Donc, une très belle brasserie chez Georges. parfait. Bon, bah écoute, il faudra qu'on On n'en fasse dit pas ça. plus. Et voilà, ça, on n'en dit pas plus. Et rendez-vous au prochain épisode, comme on dit. Ouais, alors deux derniers trucs pour en terminer. Une fois de plus, à chaque fois, c'est un plaisir de faire les émissions avec toi. Tu as une expertise et une connaissance du rallye qui est énorme. À chaque fois une pépite que bah, tu vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est C'est vrai que gentil. partagez, likez, abonnez-vous, c'est surtout voilà, pour faire en sorte qu'on soit content de continuer les émissions. Et c'est vrai que moi, dans l'avenir, j'aimerais quand même faire un débrief aussi du championnat de France. Pourquoi pas l'Antibes, commencer par l'Antibes et continuer sur le WRC, mais je trouve que le championnat de France cette année est passionnant et qu'on Hmm. pourrait en parler beaucoup plus que de le survoler comme on le fait, parce que c'est vrai qu'on discute à chaque fois beaucoup de WRC, parce qu'on était parti sur ce concept-là au départ. Mais c'est vrai que le championnat de France, quand même, cette année, on est carrément, voilà, on a beaucoup de chance d'avoir autant de pilotes et de voitures au départ. Tout à fait, tout à fait. Mais pour ça, il va falloir qu'on nous donne un peu de force, qu'on nous donne un petit peu d'envie. Et donc, bah justement, voilà, si vous êtes toujours là, c'est que ça vous plaît. On espère d'ailleurs que vous êtes toujours là. Et ouais, ouais, on est dans un monde où malheureusement, tu vois, il y a encore hier, j'ai vu des posts qui sont incendiaires sur certains aspects, où on est dans un monde où on ne sait que critiquer, on ne sait que faire remonter des choses qui ne vont pas. Moi, ça me désole de voir tout ça, et c'est pour ça que j'aime et ça me tient à cœur de féliciter les gens qui font des choses intéressantes, qui prennent du temps. Et pour ça, bah, d'ailleurs, Fabien, toi, tu le sais, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je te remercie aussi pour tout ce que tu as pu faire sur Rallye Info, sur ce qu'on est en train de faire sur ton Scratch. Je pense qu'il y a énormément de gens que ça intéresse. Et voilà, on est là pour partager, on est là pour échanger des points de vue dans la bienveillance, dans le respect de tout le monde. Et quand on critique un pilote ou une équipe ou quoi que ce soit, il n'y a absolument comment dire, aucune arrière-pensée, bien au contraire. C'est plutôt du constat, de la déception parfois, parce qu'on fonde différents espoirs sur un tel ou un tel. Mais Mm. en aucun cas, il y a des jugements de valeur ou quoi que ce soit. Donc voilà, on est plutôt bien placé pour savoir aussi comme c'est compliqué. Et chacun fait de son mieux avec ses armes et avec ses objectifs, hein, très clairement. Donc voilà, continuons à partager, à échanger, c'est bien le principal. Et si vous nous croisez sur des spéciales, sur des parcs d'assistance ou autres, n'hésitez pas à venir nous voir et à ce qu'on puisse discuter, ce sera un vrai plaisir. On dit quoi? À la prochaine? Ouais, on se dit à très vite. À Il y a très quoi? Il y a très le vite. Portugal qui arrive. Le Portugal, ça arrive très très vite. Ah bah, il y L'Antibes, a le ça arrive Port- très très vite bah, il aussi. y a Antibes semaine prochaine, Portugal la semaine prochaine. En même temps, je crois qu'il y a même une jolie course de 6 heures à Spa
Mmh. qui risque d'être fort intéressante aussi. Mais ça, on en reparlera la prochaine fois. Mmh. Allez, ciao, ciao, à la prochaine. Ciao, passez Et un puis, bon. promis, à l'Antibes, si tu dois y aller, on sait pas, peut-être, je te promets, tu auras les lunettes de soleil, les tongs et le caleçon, c'est obligé. Parce que là, avec ce qu'on prend ces derniers jours, ça va se mettre au beau, c'est obligé. Ouais, ça risque d'être un petit peu short, mais en espérant que ce soit ça. Allez, à très bientôt. Merci à Salut tout le toi. monde, Ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.